bonjour tout le monde. Je suis évidemment ravi d'être ici. On va aborder un sujet. Alors évidemment, je fais de la philosophie. Le but du jeu, c'est pas de vous fatiguer avec la philosophie. La philosophie, ça peut être extrêmement aride. C'est vraiment pas l'intérêt ici. Mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est une petite réflexion pour aller un petit peu au-delà des mots. Moi, mon travail, c'est essentiellement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tout le monde est familier avec l'intelligence artificielle. On l'a au quotidien. Ce sont deux petits mots qui maintenant font un petit peu partie de notre quotidien. On les voit un petit peu partout. On ne sait pas toujours à quoi ça renvoie exactement. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, l'intelligence artificielle est là. Ce que je trouve vraiment intéressant dans l'intelligence artificielle, en l'occurrence, c'est que c'est quelque chose qui est relativement clivant la plupart du temps. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de fantasmes autour de ça. Donc ça peut être extrêmement inquiétant. Ça peut être également aussi extrêmement excitant, parce qu'il y a évidemment des potentialités qui sont énormes. On le voit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'environnement. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire effectivement avec l'intelligence artificielle, mais en même temps, il y a tout un discours, j'aurais presque tendance à dire, pseudo-apocalyptique sur les risques qu'encourt l'humanité avec cette intelligence artificielle qui pourrait, à terme, alors le fameux syndrome Terminator, devenir une menace pour nous. Alors je sais qu'il y a tout un tas de gens qui balaient notamment cette idée d'une menace existentielle d'un revers de main en disant c'est de la science-fiction. Je vous dirais non, c'est pas de la science-fiction, et quand bien même ce serait de la science-fiction, ça ne nous interdit pas de penser à quid si, effectivement, demain, cette intelligence artificielle venait à prendre le contrôle, on va dire ça de manière un petit peu triviale, mais qu'est-ce qui se passerait? Même si la probabilité que ça arrive est extrêmement faible, et même si ça doit arriver dans 10, 15, 20, 50 ou 100 ans, notre responsabilité, en tant qu'individu, en tant que citoyen, c'est de nous poser la question de est-ce que vraiment je veux me diriger vers ça? Et puis qu'est-ce que je peux faire pour justement éviter, tant que faire se peut, qu'on arrive vers ce genre de dérive, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui prendrait le contrôle sur tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, pour bon nombre d'entre nous, c'est quelque chose à la fois d'appétant, mais aussi d'extrêmement inquiétant. Il faut savoir qu'en gros, en règle générale, les derniers sondages montrent qu'il y a environ 40% des Européens qui sont toujours inquiets vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Alors ça a un peu basculé dans les 3 dernières années, parce que jusqu'à il y a 3 ans, il y avait un peu plus de 60% des gens qui s'inquiétaient. Donc on a réussi à basculer, c'est très intéressant, et je vais essayer de vous expliquer en tout cas en partie pourquoi. Mais aujourd'hui, il y a toujours 40% de la population en Europe qui n'est pas très très certaine de vouloir voir cette intelligence artificielle débarquer chez elle, même si l'intelligence artificielle est déjà là. Du coup, ça on le sait, les instances européennes le savent, les gouvernements français le savent, un petit peu tout le monde s'en rend compte. Et cette inquiétude initiale d'il y a 3 ans, de 60%, elle a été au moins aplanie par quelque chose de très très intéressant, qui est le langage. Le discours. Alors vous savez tous et toutes à quel point la communication aujourd'hui est très très importante, à quel point les mots sont importants, à quel point le discours peut évidemment modifier les perceptions et de fait modifier les comportements. Donc c'est quelque chose sur lequel évidemment les différentes instances qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle ont travaillé très allègrement. Et puis on voit une petite inflexion aujourd'hui avec seulement 40% de gens, quand je dis seulement, c'est pas si seulement que ça, parce que c'est presque la moitié quand même de gens qui sont inquiets vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il faut aussi, je pense que c'est très important, replacer cette question de l'intelligence artificielle dans un contexte beaucoup plus large. L'intelligence artificielle nous inquiète, mais elle nous inquiète dans un contexte qui nous inquiète. C'est-à-dire que nous tous et toutes, en Europe, on est sans arrêt abreuvé par les médias ou par le discours public sur les risques liés au terrorisme, les risques environnementaux, les crises financières potentielles. Donc il y a vraiment, je veux dire, une ambiance un petit peu anxiogène dans nos sociétés qui nous inquiète en règle générale. Elle nous inquiète d'autant plus que, pour la plupart d'entre nous, nous ne maîtrisons pas les sujets qui nous sont présentés. Et globalement, nous achetons d'une certaine manière l'ensemble des discours qui nous sont présentés tels quels, sans vraiment prendre le recul, sans vraiment prendre le temps, sans même des fois avoir la capacité intellectuelle d'ailleurs de venir questionner ce qui nous est dit. Donc on a globalement cette ambiance un petit peu anxiogène, et c'est une ambiance aussi qui crée du doute. C'est-à-dire quand je suis inquiet, quand je ne sais pas ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer avec le terrorisme, qu'est-ce qui va se passer avec l'environnement, qu'est-ce qui va se passer avec la Covid, eh bien, à un moment donné, je me trouve face à mon ignorance. Et quand je suis face à mon ignorance, eh bien, je fais quelque chose dont on va parler, je fais confiance, par défaut. Je suis ignorant, je ne sais pas, eh bien, je n'ai plus qu'à faire confiance aux gens qui me parlent. Et vous le voyez avec la Covid, il y a aussi toute une question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait vraiment faire confiance à la science, hein? Personne n'est vraiment d'accord sur les tenants et les aboutissants de ce virus, sur qu'est-ce qui va advenir, sur l'avenir, combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on aura un virus. Pour l'intelligence artificielle, on est exactement dans la même situation. Il y a tout un débat sur non, l'intelligence artificielle est bénéfique. Un autre débat qui va vous dire non, l'intelligence artificielle peut présenter un certain nombre de dérives, il faut s'en inquiéter, mais avec en arrière-plan quelque chose
qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, mais je suis persuadé que vous en avez déjà conscience, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a des enjeux économiques qui sont phénoménaux. Phénoménaux. Et ça, il faut le garder à l'esprit parce que quand on parle de mots qui sont utilisés pour rassurer les gens, pour créer de la confiance autour de l'intelligence artificielle, ces termes qui font référence très souvent à des valeurs universelles, supérieures, transcendantes, il faut toujours les nuancer de ce petit point important qui est que l'aspect financier, l'aspect économique qui est derrière l'intelligence artificielle prime sur toute autre forme de considération. C'est quelque chose de très clair. Donc tout ce contexte autour de l'intelligence artificielle elle-même, et puis contexte sociétal un petit peu inquiétant, qui s'inscrit également dans, vous le savez aussi, un besoin d'instantanéité. L'information arrive très vite, d'accord, sur l'instant. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de regarder des émissions de 3, 4, 5 heures qui vont nous expliquer par le menu ce qu'est un algorithme, ce qu'est le deep learning. On n'a pas le temps de faire ça. Donc en règle générale, on regarde les télévisions d'information en continu, et puis on a de l'information parcellaire qui se contredit avec une terminologie qui globalement est toujours ciselée, toujours la même. Et puis finalement, on se fait une opinion, alors je reprends une notion plutôt platonicienne, c'est-à-dire pas une conviction, pas un savoir, mais une vague opinion sur la base de ce qu'on a entendu à droite à gauche. Et puis cette opinion, on va la répercuter au café le matin, discuter avec des collègues qui ont d'autres opinions, mais finalement tout ça est bien stérile, tout ça relève de la discussion de PMU parce que ça n'est pas notre domaine de compétence et parce qu'on n'a pas forcément ni le recul ni la connaissance pour aller au fond des choses. Donc cette instantanéité, ce besoin d'avoir de l'information facile, prédigérée très rapidement, nous, de certaine manière, nous ampute de notre capacité à réfléchir au-delà des mots qu'on entend. Alors, on n'est pas des victimes d'eux, ça c'est quelque chose de très important. On est consentant la plupart du temps, parce que très souvent, on ne prend pas le temps de. Si on regarde vraiment dans nos agendas, je suis persuadé qu'on a le temps, dans nos trajets pour aller au travail, de peut-être de regarder un article un peu plus de fond que ce qu'on a pu voir à la télévision, d'aller chercher une information ailleurs que vraiment dans les journaux ou dans les médias. Donc on pourrait très bien aller chercher au-delà, mais généralement, ce n'est pas vraiment dans la mentalité d'aujourd'hui. Tout ce contexte bénéficie à la communication. Il bénéficie à la communication parce que j'ai travaillé dans la communication de défense. Quand on sait un petit peu à quelle vitesse les gens lisent, le temps qu'ils vont passer sur un site internet, le temps qu'ils vont passer sur un texte qui est relativement court d'ailleurs, on sait qu'il faut tout de suite aller trouver une punchline, il faut tout de suite aller trouver un mot qui parle. Très souvent un mot qui ne veut rien dire, mais un mot qui parle, qui va accrocher l'attention et qui va faire qu'on va lire plus de 2 phrases. Donc c'est quelque chose qui est très important parce que c'est utilisé pour nous faire accepter cette intelligence artificielle qui nous inquiète. C'est-à-dire pour dépasser nos inquiétudes, on essaye de créer de la confiance, et en créant pour créer de la confiance, on utilise tout un vocabulaire qui est extrêmement intéressant. On va s'attarder sur 2 mots, le mot éthique et le mot confiance. Tout un vocabulaire, tout un champ rhétorique qui globalement va faire appel à notre pathos, c'est-à-dire à nos émotions, va d'une certaine manière nous nourrir un petit peu comme un fast-food intellectuel. On va avoir l'impression de savoir là où on ne sait pas, on va avoir l'impression d'être des sachants alors que nous sommes des ignorants en puissance, et puis on ne va pas forcément aller au-delà de tout ça. On va juste se contenter de ça, puis ensuite on va répéter. On le fait tous dans tout un tas de domaines, dans nos domaines respectifs, bien évidemment, on fait tout ça. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans les mots, et là pour le coup je vais me référer au linguiste qui est Ferdinand de Saussure, certainement vous connaissez, qui parlait il disait voilà, un mot en règle générale, c'est composé de 2 choses, un signifiant, un signifié. Le signifiant, globalement, c'est ce que vous entendez ou ce que vous lisez, c'est-à-dire c'est l'image sonore ou l'image visuelle du mot. D'accord ? Donc on va prendre confiance, c'est ce que vous voyez quand vous le lisez ou c'est ce que vous entendez quand on vous dit confiance. Et puis ensuite, derrière, il y a un signifié. Et le signifié, c'est tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de ce mot. D'accord ? Mais ce signifié, alors Ferdinand Saussure nous dit la relation entre le signifiant et le signifié, elle est fixe, c'est toujours la même. Pour le mot cheval, tout le monde voit un cheval. Par contre, un petit peu plus tard, vous avez la psychanalyse, et notamment Jacques Lacan, qui est venu s'intégrer là-dedans en disant non, c'est pas vrai. Un mot veut dire quelque chose pour quelqu'un. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que le signifiant, il est fixe, le mot, la manière dont il est écrit ou la manière dont il est prononcé, il est fixe, mais en tout cas, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce mot, c'est nous qui le construisons au travers de notre expérience, au travers de nos perceptions, au travers de ce que nous entendons, comprenons du monde qui nous entoure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je dis confiance dans cette salle, chacun d'entre vous ici, globalement, entend le même mot, mais chacun d'entre vous aura certainement une définition, une perception différente les uns des autres. Alors ça peut être à la marge, ça peut être très proche, ou ça peut être très éloigné. D'accord ? Donc ce sont des mots, le signifié est très important.
Ce qui se passe dans le discours aujourd'hui, c'est que très souvent, on suppose, ou en tout cas on vous fait comprendre qu'il y a un signifié qui est un signifié partagé. Si par exemple je prends dans le domaine des relations internationales, on parle très souvent d'universalisation. On est dans un monde globalisé qui repose sur des valeurs universelles et sur lesquelles, évidemment, on peut bâtir un monde de collaboration, etc. Tout ce discours d'universalisation nous fait penser que l'universalisation, c'est la norme. Donc quand ensuite j'arrive, et puis que je vous dis en intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle repose sur des valeurs universelles, vous avez déjà un contexte de signifié qui vous fait accepter l'idée même que la confiance est un mot universel et que c'est un mot qui est partagé par l'ensemble des acteurs qui vont écouter ce même discours, alors que ça n'est pas vrai. Alors que ça n'est pas vrai du tout. Il est clair que la confiance, c'est quelque chose qui peut être extrêmement subjectif, qui peut être très relatif en fonction des endroits où on va. J'aime bien prendre l'exemple, pour illustrer ça, de l'amitié. Alors il y a toute une réflexion sur est-ce qu'il y a des valeurs universelles, pas universelles. Monique Cantos-Perber, qui est une philosophe française, disait, elle reprend un petit peu les réflexions d'Aristote, et puis elle dit la philia, l'amitié, c'est une valeur qui est partagée de manière universelle. Alors déjà, pour en être certain, il faudrait aller voir chacune des quelques 7 milliards d'individus, de personnes qu'il y a dans le monde pour leur demander comment ils entendent le mot amitié, puis est-ce que ça veut dire quelque chose pour elles, ce qui me paraît peu probable à faire. Et puis ensuite, de mon expérience, le mot amitié n'a pas la même consonance pour moi que ça peut avoir, par exemple, pour mon fils qui va sur les réseaux sociaux et qui a 5000 amis sur le réseau social X ou Y. On utilise le même mot, le signifié n'est pas le même. J'ai vécu 6 ans au Canada, le mot amitié au Canada, ça n'est pas le mot amitié en France. L'Europe, le sens du mot amitié est complètement différent de ce qu'on peut connaître en Amérique du Nord. Donc dire que l'amitié est une valeur universelle, c'est séduisant. Ça nous plaît tous, on aimerait bien tous se dire qu'effectivement, eh bien, l'amitié, c'est quelque chose qu'on trouve partout. On va trouver le mot, peut-être, et encore, ce n'est pas toujours le cas, mais encore une fois, le signifié ne sera pas le même. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, il est clair que cette réflexion, elle se porte un petit peu sur deux mots qui me paraissent très très importants. Le mot éthique. Tout le monde entend parler d'éthique. Et je pense que dans la FinTech, on entend parler d'éthique, comme on entend parler dans le monde de la santé, comme j'en ai entendu parler, moi, dans le monde militaire. On entend parler un petit peu partout. Éthique, quand on dit éthique, ça nous renvoie tous à quelque chose de positif. Et très souvent, d'ailleurs, on fait un petit glissement sémantique en disant l'éthique, c'est la même chose que bon. Je dis un comportement éthique, c'est un comportement qui est bon. Or, ce n'est pas vrai d'un point de vue technique. Si on va au-delà du mot éthique, il faut savoir que l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui juge de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça veut dire que même ce qui est mal est intégré dans de l'éthique. Même un comportement qui serait considéré comme mal serait un comportement qui pourrait être jugé au travers d'une approche éthique. Donc vous voyez déjà qu'on réduit le terme à sa portion congrue, qui est de dire ce qui est éthique est acceptable et bien. C'est une première chose. Deuxième chose, l'éthique en règle générale, alors il y a plusieurs manières de voir l'éthique, on va dire, mais moi il y a deux choses que j'aime bien reprendre, notamment des réflexions de Paul Ricoeur, c'est de dire globalement, vous avez les normes qui régissent un petit peu les relations entre les individus dans une société donnée qu'on appelle la morale. Un certain nombre de règles sur lesquelles on est tacitement d'accord, implicitement d'accord. En amont de cette morale, de ces règles-là, vous avez l'éthique au singulier. L'éthique au singulier, c'est la science de l'étude de ces normes. C'est notre capacité à étudier comment ces normes se sont mises en place, ce que veulent dire ces normes, comment elles s'intègrent dans un cadre spécifique. Et puis, en aval de cette morale, vous avez ce qu'on appelle les éthiques, au pluriel. Et c'est en fait ce dont on nous parle quand on nous dit l'éthique. En fait, on ne parle pas de l'éthique, on ne parle pas d'une analyse sur le bien et le mal des normes morales qui sont en vigueur. On nous parle de comportement. Or, quand on parle de comportement, on ne parle pas de l'éthique, on parle des éthiques. Parce que chacun d'entre nous dans cette salle avons notre propre éthique. Chacun d'entre nous avons un compas éthique qui nous dit ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, en prenant en compte évidemment les règles morales qui nous sont imposées, mais aussi en ayant la capacité de s'en détacher. Exemple classique, dans les normes morales qui régissent les sociétés judéo-chrétiennes, évidemment la Bible est très importante, dans le Deutéronome, dans le Décalogue, vous avez cette règle qui dit « tu ne tueras point ». Donc évidemment le meurtre est proscrit, le meurtre est interdit, non seulement il est interdit par le droit, mais en plus il est proscrit d'un point de vue moral. Cela étant, si vous êtes dans la rue, vous faites attaquer, votre épouse, vos enfants ou votre conjoint se fait attaquer, eh bien peut-être que vous allez aller au-delà de cette norme-là. Peut-être que sur le moment, sur l'instant, dans un contexte spécifique, cette norme morale ne sera pas pertinente, et à ce moment-là, ce que vous allez faire jouer, c'est votre éthique. Donc le mot éthique, quand on dit voilà c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de bien, une intelligence artificielle éthique, c'est pas forcément bien.
Et de la même manière, sur l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des enjeux économiques extrêmement importants. Nous, on est toujours dans l'éthique, ce qu'on appelle déontologique, c'est-à-dire qu'on va donner un certain nombre de règles, un certain nombre de normes, on va imposer ces règles en disant tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Mais on oublie très souvent qu'une part de l'éthique est conséquentialiste. C'est-à-dire, très bien, si moi je veux arrêter de développer de l'intelligence artificielle parce qu'il y a un risque qui est lié, qu'est-ce qui va se passer pour nos entreprises ? Qu'est-ce qui va se passer pour notre PIB? Qu'est-ce qui va se passer pour notre compétitivité? Qu'est-ce qui va se passer pour nos emplois? Qu'est-ce qui va se passer pour notre recherche et développement, pour notre éducation, etc. etc. Et ça, c'est une éthique conséquentialiste qui est difficile à vendre, parce qu'on ne peut pas dire aux gens on va s'autoriser à prendre des risques parce qu'on va gagner de l'argent. Sauf que c'est ça la réalité de l'éthique de l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non. Les entreprises qui fonctionnent sur l'intelligence artificielle, elles génèrent de la richesse, elles génèrent des emplois pour une grande partie, donc elles génèrent une éthique qui est conséquentialiste, c'est-à-dire c'est le résultat qu'on va chercher. Ce ne sont pas des règles qui ont été édictées sur la transparence, sur l'acceptabilité, sur la responsabilité, tout un tas de mots dont on pourrait évidemment débattre pendant des heures. Donc rien que ce mot éthique, déjà, il focalise notre attention sur quelque chose qui est complètement en dehors du champ de l'éthique. Et il est devenu un outil de communication, un outil, j'aurais presque tendance à vous dire, manipulatoire, au sens strict du terme, pas au sens péjoratif, mais un outil qui permet évidemment d'aller impacter les perceptions et forcément les comportements. Autre mot qui est relié et qui est directement rattaché à cette idée d'éthique, c'est le mot confiance. Alors ça, c'est un mot, moi, qui me pose un problème. On entend parler sans arrêt, hein, vous entendez parler d'un déficit de confiance, par exemple, dans les sociétés démocratiques, en France en l'occurrence, un déficit de confiance vis-à-vis de nos institutions, vis-à-vis de nos politiques, vis-à-vis de l'avenir de la France, bref, déficit de confiance qui poserait un problème parce que, soi-disant, la confiance serait à la base de la démocratie. Là aussi, c'est méconnaître ce que veut dire d'une part la confiance, et c'est méconnaître aussi à quoi elle renvoie spécifiquement. La confiance n'est pas du tout à la base de la démocratie, loin s'en faut. Si nous avions tous confiance les uns dans les autres, nous n'aurions pas besoin du contrat social tel qu'il a été développé par les contractualistes et qui fondent nos systèmes politiques aujourd'hui. Nous n'aurions pas besoin, par exemple, non plus d'une séparation des pouvoirs pour que chacune des branches contrôle l'autre. Si nous avions tous confiance, nous n'aurions pas besoin de règles qui régissent nos relations pour être sûr que dans une relation contractuelle, eh bien, chacun des contractants va respecter ses obligations. Donc la confiance n'est pas du tout à la base de la démocratie. La méfiance ou la vigilance, qui est une forme atténuée de la méfiance, est à la base de la démocratie. D'autant plus que cette vigilance permet aussi de conserver un esprit critique. Si j'entre en relation, en confiance avec quelqu'un, admettons que la confiance absolue existe, je ne vais plus nécessairement me méfier. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de très bon dans une société quelle qu'elle soit, de ne pas se méfier. Alors encore une fois, je dis attention au mot méfiance, ce n'est pas de la méfiance idéologique, ce n'est pas un positionnement politique de dire je me méfie parce que je dois me méfier et parce que je suis en opposition, c'est plutôt une vigilance qui nous permet de toujours rester à l'écoute, de toujours rester éveillé, de toujours questionner ce qu'on nous dit. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement important. Donc ce mot de confiance qu'on nous sert un petit peu partout, il n'y a pas de déficit de confiance. D'ailleurs, c'est une manière un peu bizarre de prendre le problème, puisqu'on s'aperçoit que ce déficit de confiance, toute la Ve République apparemment en souffre. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que vraiment il y a un problème de confiance, ou est-ce qu'au contraire, c'est qu'on refuse l'idée qu'il faut une certaine méfiance, qu'il faut une certaine vigilance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle de l'intelligence artificielle sur la confiance, c'est que la confiance est une notion extrêmement complexe. Derrière un mot qui paraît simple et qui est un mot extrêmement rassurant, c'est un mot qui est extrêmement, extrêmement complexe. Faire confiance à l'intelligence artificielle, ça ne veut rien dire. Quand je m'assieds sur une chaise, je ne fais pas confiance à la chaise. Je m'assieds sur la chaise. Pourquoi ? Parce que j'ai 0 degré d'incertitude sur le fait qu'elle ne va pas s'effondrer. Elle peut s'effondrer, mais la probabilité est tellement basse que dans mon cerveau, je ne me pose pas la question. Quand je monte sur l'estrade, je ne me demande pas si elle va s'effondrer. Je suppose, en tout cas, que les gens qui l'ont bâtie ont fait en sorte qu'elle soit suffisamment solide. Donc on n'a pas confiance en un outil, on a confiance dans le fabricant de cet outil, on a confiance dans l'utilisateur de l'outil. La confiance est une relation intersubjective entre individus ou entre groupes d'individus, et non pas entre un individu et un outil. Sauf à considérer que l'intelligence artificielle est suffisamment autonome pour prendre des décisions par elle-même, et donc potentiellement de faire un calcul qui lui permettrait de me manipuler et potentiellement à terme de me trahir. Sauf que les gens qui vous disent qu'il faut faire confiance à l'IA sont exactement les mêmes gens qui vous disent l'IA n'est pas autonome, il y a toujours un humain dans la boucle, il y a toujours quelqu'un qui est en contrôle, et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez lui faire confiance. Donc la confiance en l'IA, ça n'a strictement aucun sens. Un point très important sur la confiance, auquel je vous invite à réfléchir aussi, c'est cette idée que quand on pense
à la confiance, on pense toujours à « j'ai confiance en quelqu'un ». J'accorde ma confiance, par exemple, à un personnage politique, ou par exemple, vous m'accordez votre confiance parce que je suis en train de vous parler, vous dites peut-être qu'il a des compétences pour parler de tout ça. Donc vous me faites confiance. Vous me faites confiance pour une raison qui est très très simple, c'est parce que vous avez un haut degré d'incertitude sur qui je suis, vous ne savez pas qui je suis. Donc effectivement, quand j'ai été présenté, il y a tout un tas de mots qui sont extrêmement ronflants. Il est philosophe, c'est fabuleux, il est directeur de, il est prof de, waouh. Donc on se dit, bon, très bien, ok, avec tous ces titres, s'il en est arrivé là, c'est que certainement il a des compétences, mais vous n'en savez rien. Je suis peut-être extrêmement nul, vous n'en savez strictement rien. Peut-être que je me suis autoproclamé directeur de, donc vous n'allez pas aller vérifier, vous n'avez pas vérifié avant, vous arrivez en confiance. Et cette confiance, elle est juste fondée sur ce degré d'incertitude. Et ce que je vous ai dit au départ, c'est qu'on vit dans un monde d'incertitude, on vit dans un monde d'inquiétude, on vit dans un monde de doute, et l'intelligence artificielle fait partie de ces doutes et de ces inquiétudes. Et pour pallier à notre ignorance et aux doutes que l'on a sur l'avenir de l'intelligence artificielle, sur ses risques potentiels, sur ses bénéfices potentiels, eh bien, on s'en remet à ce que les sachants nous disent. Sauf que très souvent, les sachants ne sont pas nécessairement des sachants, très souvent, les sachants sont des communicants, et ça fait une grosse différence, bien évidemment, dans le discours qu'on va vous vendre. Donc cette confiance que l'on va donner, en règle générale, c'est un médiateur entre notre ignorance et le monde extérieur. On fait. Il y a Georges Simmel, qui est un sociologue, disait quand je n'ai pas de doute, je n'ai pas à faire confiance. Je sais que la chaise est solide, je m'assieds sur la chaise, je ne me pose pas la question. J'aime bien aussi donner un exemple un peu plus pratique, c'est si vous arrivez au bord d'une route, vous avez un feu, vous avez un passage piéton, toutes les voitures sont arrêtées, le feu est vert pour les piétons, vous allez traverser. À aucun moment, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que les voitures vont redémarrer, m'écraser. Vous allez traverser. En contrepartie, donc vous avez zéro doute. En contrepartie, si le feu est au vert, qu'il n'y a pas de voiture, mais que vous entendez une voiture qui arrive, la plupart du temps, vous allez marquer un temps d'arrêt, vous allez regarder à quelle vitesse la voiture arrive, vous allez estimer si oui ou non la voiture va s'arrêter. Donc vous allez faire le choix soit de vous arrêter en attendant, soit de traverser. Donc là, il va falloir faire confiance. Là, il va falloir faire confiance à ce chauffeur, parce que vous avez un haut degré d'incertitude. Si vous traversez, c'est que vous lui faites confiance. Si vous ne traversez pas, c'est que vous ne lui faites pas confiance. Vous dites, il va passer. Donc la confiance est un degré d'incertitude, et ce degré d'incertitude pour l'intelligence artificielle, il est extrêmement présent pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fait que le discours peut venir jouer sur cette notion de confiance. Autre point sur la confiance qui est très très important et qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que la confiance, très souvent, on la voit dans une relation, encore une fois, intersubjective entre moi et un autre ou moi et les autres. J'accorde ma confiance ou je refuse ma confiance. Mais avant ça, et là, on va encore basculer dans la philosophie avec Paul Ricoeur, qui a écrit un livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre » et donc qui renvoie cette intersubjectivité à une relation à soi-même. Avant de faire confiance aux autres, il faut que je me fasse confiance à moi. C'est-à-dire quand je viens émettre un avis, une opinion sur un homme politique, par exemple, et puis que j'accepte de lui accorder ma confiance, ça veut dire qu'avant ça, j'ai suffisamment confiance en mon propre jugement sur le domaine concerné pour me permettre de porter un jugement sur l'autre. Et ça, vous le savez, les gens qui ont une extrême confiance en eux, qui ont un ego surdimensionné, ils sont très prompts au jugement. Parce que fondamentalement, ils n'ont pas de doute sur le fait que ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont penser est nécessairement légitime. Les gens qui sont un peu plus introvertis, un peu plus dans le doute, vont porter des jugements qui seront plus nuancés, voire éviter de porter des jugements. Donc la relation de confiance, la notion de confiance, elle est déjà tournée vers soi-même. Moi, je sais que quand j'entends des gens critiquer les hommes politiques, critiquer le président de la République, critiquer un tel, c'est quelque chose qui me fait bondir, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être président de la République. Moi, je veux bien qu'on critique le président de la République parce qu'il est de droite, parce qu'il est de gauche, parce qu'il est du centre, parce qu'il est d'en haut et d'en bas. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de me dire quelle est ma légitimité, moi, à critiquer quelqu'un dont je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout, quelle est exactement la charge de travail et ce que ça veut dire que d'être dans ses chaussures. De la même manière que chacun d'entre nous, on n'apprécierait pas que quelqu'un, que moi, en tant que philosophe, j'arrive dans le monde de la fintech, puis je vous dis, bon les gars, franchement, votre travail, c'est pas vraiment super, hein. Franchement, vous êtes un peu tous des arnaqueurs, etc. Vous apprécieriez pas, parce que c'est un jugement de valeur qui vient de quelqu'un qui ne connaît pas votre monde, qui ne sait pas comment ça fonctionne. Je vois pas le président de la République aller dire à une infirmière, vous savez, vos prises de sang sont pas super. Je pense que l'infirmière lui dirait, écoutez, vous n'êtes pas dans votre domaine, laissez-moi faire mon travail. Donc de la même manière, quand on va porter un jugement sur un homme politique, il faut être suffisamment sûr de soi et être complètement dans le déni du doute pour se dire, je suis suffisamment intelligent, suffisamment sachant pour me permettre de porter un jugement sur quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc vous voyez, la confiance, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement complexe. Tous ces mots,
ils ont un rôle qui est très très important. Ce sont des médiateurs, d'une certaine manière, entre le monde réel, qui nous fait peur, qui nous inquiète. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous ne partagez pas cette opinion, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très anxiogène. Encore une fois, je reviens de 6 ans au Canada. Quand vous regardez les médias au Canada, ce n'est pas du tout anxiogène. Alors, vous revenez en France, tout à coup, le monde, enfin, ça devient quelque chose de terrifiant, c'est horrible, la France se délite, nos politiques ne sont plus fiables, les scientifiques ne sont plus crédibles, l'environnement est en train de se barrer en sucette. Enfin bref, c'est vraiment super angoissant. Quand vous êtes au Canada, vous n'avez pas du tout cette perception-là. Les médias sont beaucoup plus lisses, on va dire. Alors, ça a évidemment des répercussions qui peuvent être aussi négatives, hein, d'avoir un monde excessivement lisse. Mais en tout cas, quand on vient en France, moi j'ai l'impression qu'on aime un petit peu l'autoflagellation par le mot. On aime bien un petit peu se faire du mal, avoir des petits martinets avec des petits mots tout au bout et puis se taper dessus en se disant regardez, on est vraiment nul. Non, on n'est pas vraiment nul. Et puis non, le monde n'est pas si horrible que ça se saurait. Il faut être un petit peu plus positif. Mais en tout cas, tous ces mots, le mot confiance, le mot éthique, le mot transparence, le mot responsabilité, le mot explicabilité dans le domaine de l'intelligence artificielle, tout ça, ce sont des mots qui nous permettent finalement de réduire la différence entre le réel qui nous fait peur, et l'idéal vers lequel on aimerait tendre. D'accord ? On aimerait avoir un monde où évidemment il n'y a plus de discrimination. On aimerait évidemment avoir un monde où il n'y a plus d'inquiétude sur l'environnement. On aimerait avoir un monde où il n'y a plus de risques pandémiques. On aimerait avoir un monde où il n'y a plus de guerre. Mais en même temps, quand on regarde autour de nous, il y a des pandémies, il y a de la discrimination, il y a des guerres. Donc tous ces mots, ils sont là simplement pour réduire ce degré d'incertitude, ce degré de doute, ce degré d'inquiétude. Et là, encore une fois, on essaye de rapprocher le signifiant du signifié en nous faisant croire que le signifié est universel. Pour le mot confiance, on nous fait penser, et on n'y pense pas soi-même, on ne réfléchit pas à ça, c'est quelque chose qu'on accepte et qui fait partie de nos perspectives. On accepte l'idée que le mot confiance, c'est partagé par tout le monde. Quand je lance confiance dans une salle, je dis faites confiance à l'intelligence artificielle, un petit peu, vous savez, comme le serpent 4 dans le livre de la jungle qui vient un peu endormir Mowgli, faites-moi confiance. On essaye de vous faire croire que le mot confiance, évidemment, il a le même sens pour tout le monde, sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On essaie de vous expliquer que le mot responsabilité, quand on fait un code éthique de l'intelligence artificielle, au niveau de l'Union européenne par exemple, quand on va lire le RGPD, hein, le règlement général sur la protection des données, et puis qu'on voit qu'il faut de la transparence, il faut de l'explicabilité, tout le monde se dit tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Sauf qu'ensuite, quand vous allez gratter un petit peu, puis que vous allez voir les discussions au sein de l'Union européenne, au sein de la Commission, au sein du Parlement, vous apercevez que non, personne n'est d'accord sur ces mots-là. Personne. Il y a un texte qui est un texte de façade, qui envoie un certain nombre de mots pour rassurer la population en disant, c'est ça l'idée, regardez, on est en train de développer un outil auquel vous pouvez faire confiance, parce qu'on a réfléchi à tout ça, et parce qu'on a un certain nombre de valeurs qui sont partagées. Et quand vous voyez la bataille qui se fait, peut-être que certains d'entre vous sont dans ces instances-là, quand vous voyez la bataille qui se mène autour de ces mots, autour de l'intelligence artificielle, qui, encore une fois, je vous le dis, représente des enjeux économiques, des enjeux diplomatiques, des enjeux de compétitivité phénoménaux dans le monde civil comme dans le monde militaire, le consensus sur les mots ne se fait pas. Il n'y a pas de consensus. Il y a un exemple sur lequel j'ai travaillé quand j'étais militaire. J'ai fait 27 ans dans l'armée de l'air. J'ai travaillé sur la question des drones, des systèmes autonomes létaux, des systèmes armés létaux autonomes, dans ce sens-là. Ça fait des années que la convention sur les armes classiques se tient à Genève tous les ans, une fois par an, 2 fois par an. Ça fait des années qu'on discute sur qu'est-ce que c'est qu'un robot autonome, est-ce qu'il faut en avoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas. Ça fait des années qu'on discute, ça fait des années qu'on fait des déclarations. Et pourtant, il n'y a rien qui avance. Il n'y a pas un cadre normatif qui a été mis en place. Bref, je pense que je vais arriver au terme. C'est ça le petit signal. Simplement, ce que je voudrais vous dire pour conclure tout ça, c'est, première chose, attention aux mots et attention à ne pas les acheter tels quels. C'est une très très mauvaise idée. Attention à la tyrannie du mot qui s'inscrit encore une fois dans un contexte d'instantanéité, dans un contexte de doute, dans un contexte où on n'a pas le temps, on n'a pas envie d'aller chercher un peu plus loin. Faites attention à cette tyrannie des mots. Allez un petit peu au-delà de tout ça, essayez de réfléchir, essayez d'aller regarder ce que ces mots veulent dire. Deuxième chose importante, ne croyez jamais que les mots ont une signification universelle, ça n'est pas vrai. Encore une fois, pour reprendre encore une fois Lacan, c'est l'idée un mot veut dire quelque chose pour quelqu'un, et chaque quelqu'un a une perception, une compréhension des mots différents. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme dans tous les domaines, c'est le cas. Voilà, je vous remercie en tout cas.